Bonjour à tous, bienvenue dans cette 12e vidéo de mon challenge crypto. On va parler de XRP, qui est une des principales cryptos et une des plus anciennes encore existantes dans le top 100 et même dans le top 15. Si on enlève les stablecoins, c'est même dans le top 10 très très facilement. Allez, on est parti. Donc en une phrase, qu'est-ce que c'est XRP? C'est un potentiel remplaçant du réseau SWIFT. Donc SWIFT, c'est le réseau interbancaire mondial qui permet de faire des transactions entre pays concrètement. Donc des grosses transactions bancaires, faut comprendre. Donc l'idée c'est d'optimiser le réseau bancaire actuel. Donc même s'il veut remplacer Swift ou alors faire un très gros partenariat avec, l'idée c'est pas de venir remplacer le système financier par des cryptos, mais d'amener le système financier dans les cryptos. Donc vous voyez que au niveau de l'idéologie, on est sur quelque chose de très différent de la plupart du reste de l'écosystème crypto. Au niveau des personnalités, il a été fondé en 2012, donc c'est un très vieux projet crypto qui a maintenant presque 20 ans, par Chris Larsen et Jen McCaleb. Et l'entreprise derrière, c'est bien évidemment Ripple, anciennement OpenCoin, que j'imagine vous connaissez certainement. Donc XRP, c'est une crypto qui est en fait XRP, c'est le token de la crypto de la blockchain XRP Ledger, qui du coup est la blockchain du projet de Ripple, enfin de l'entreprise Ripple. C'est bien sûr en open source. Et donc l'idée, c'est comme je disais, d'avoir un système de paiement qui permettrait de faire des transactions entre les pays. Et donc là, ce que ça va apporter comme valeur en plus, c'est bien évidemment le suivi par la blockchain, donc la traçabilité de l'information, des transactions beaucoup moins chères, beaucoup plus rapides et potentiellement plus sécurisées. Au niveau de la technologie, donc on n'est ni sur un proof of work, ni sur un proof of stake. Ils ont une concoction maison qu'ils appellent le XRP Ledger Consensus Protocol. L'idée c'est qu'en fait on va avoir des nodes qui valident des sets de transactions, des espèces de carnets d'ordre au travers d'un registre du coup. Et donc ça c'est pas des blocs, c'est plus, faut voir ça, moi j'imagine ça un peu plus comme des listes de transactions financières qui sont validées, quoi. Donc l'idée c'est que, comme pour les généraux byzantins, on veut que l'essentiel des validateurs soit d'accord pour dire que la transaction euh, est valide. Et donc à ce moment-là, on a bien une exécution de la transaction. Donc on est basé sur un système de confiance, comme tous les protocoles en proof of stake. Donc c'est pour ça que je pense qu'il se rapproche plus du proof of stake que du proof of work. Au niveau de la vitesse de traitement, on va être à 1500 transactions par seconde et 4 secondes pour le traitement. Donc vous voyez, ça va quand même franchement vite. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, tout est en open source, donc c'est un réseau peer-to-peer. Au niveau de la tokenomics, il y a une supply totale de 100 milliards de tokens qui ont été tous mintés au début, 50% qui ont été envoyés en circulation au bout d'un certain temps, et le reste qui est locké et qui est émis continuellement. A priori, la durée prévue d'émission c'est 30 ans. A priori, la tendance serait déflationniste également, parce qu'il n'y a pas du tout de création de tokens et qu'une partie des tokens échangés, enfin des frais de gaz, sont burn. Donc c'est vraiment quelque chose d'infime, mais du coup sur du très long terme on est en tendance déflationniste. Donc, bon point du coup. La répartition très simple, hein. Les fondateurs ont pris 20%, Ripple Lab a pris 80%, et de Ripple Lab ils ont fait l'émission de 50% des tokens. Au niveau de l'utilité du token, donc j'ai mis les gas fees, effectivement, c'est d'ailleurs la principale utilité, parce que sinon c'est un token de gouvernance, c'est-à-dire pour voter. Il n'y a pas de stacking, donc leur validation ne se fait pas par stacking, donc je ne sais pas exactement comment sont rémunérés, s'ils sont rémunérés, les nodes. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et ça explique pourquoi il y en a si peu aussi peut-être, parce qu'ils ont 36 validateurs. Donc c'est évidemment c'est des gros validateurs, hein, des universités, des grosses entreprises je pense. Mais voilà, il n'y a pas a priori de rémunération. C'est un point que je trouve curieux. Donc rapidement sur les forces et les faiblesses, euh, c'est un partenariat direct avec Bank of America, ça c'est très gros, hein. Et Santander qui est une boîte européenne espagnole, une banque espagnole. Donc gros partenariat, c'est plutôt positif, voire très positif, à partir du moment où vous acceptez euh, que, euh, que les banques puissent se mettre dans la crypto. Si vous êtes contre,
évidemment il n'y a rien à dire. Ils ont une vraie proposition de valeur, hein, pour le coup, il y a un vrai, véritable ajout en termes d'intérêt pour le monde financier. C'est-à-dire que là, les transactions auraient lieu tous les jours et non pas 5 jours sur 7. Euh, Elles seraient beaucoup plus rapides, parce qu'il faut savoir que quand on fait des transactions transfrontalières, il faut 2, 3, parfois 4 jours. Là, on parle de quelques secondes. Et les frais seront évidemment réduits de dingue, mais c'est pas forcément dans l'intérêt des banques, parce qu'en fait les banques se rémunèrent sur les frais de transaction, et là si vous faites des transactions qui sont toutes faibles, bah, vous faites quand même passer l'intérêt de la banque au second voire au troisième plan. Donc je me demande où ça va aller quand même en termes de partenariat cette histoire là. Bien évidemment le point qui est important, et dont vous avez sûrement entendu parler, c'est qu'il y a un procès avec la SEC depuis très longtemps, qui va se conclure là très prochainement. En tout cas il va y avoir une décision qui va être donnée, donc elle va être donnée le 30, enfin actée le 30, mais elle sera révélée au public que le 5. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais la vidéo, c'est que là en fait il y a un pari à prendre. Si vous pensez que XRP va gagner le token, il faut savoir que le 5, le 6, il va pump. A l'inverse, si c'est la SEC qui gagne, le token va dump. Et potentiellement entraîner une partie du marché avec lui. Donc potentiellement très favorable, voire pas du tout. Donc le procès contre la SEC, la SEC, enfin le procès contre la SEC, c'est dans un premier temps c'était pour raison de non-respect du secret bancaire, mais au final ça s'est surtout transformé en une question existentielle de la crypto, qui est de savoir si là XRP, donc le token, c'est un titre réglementé, c'est-à-dire est-ce que c'est une action d'entreprise ou pas. Donc de la façon dont ça fonctionne, dont c'est régulé et du rôle qu'il a, est-ce que c'est une action? Parce que si oui, en fait il doit être soumis à un certain nombre de réglementations, de régulations en Amérique, et si c'est pas le cas, bah, il est beaucoup plus libre. Donc c'est là, sur ce point-là, que la décision du juge doit porter, enfin du comité qui s'occupe de ce procès. Donc gros point qui en plus donnera le ton pour beaucoup d'autres projets crypto, dont potentiellement Ethereum. Donc très grosse information à venir début décembre. L'idée c'est que derrière, au-delà de ça, d'un point de vue de la technique, du coup on a vu que XRP Ledger, donc la blockchain est hyper centralisée. Le consensus est hyper centralisé, il y a 36 validateurs, c'est vraiment très peu. Globalement c'est un projet qui est mal aimé. Idéologiquement on en a parlé, hein, du fait que voilà, c'est le fait d'amener les banques dans la crypto, donc c'est juste l'inverse de ce qui était pensé initialement. Il y a plein de gens qui s'appelaient pas. Bon, ça reste une des top capitalisations, donc il y a quand même des gens qui ont de l'argent dedans. Et comme on l'a vu, l'utilité du token, moi, me laisse un peu dubitatif. D'accord, la gouvernance c'est bien. Pour les banques qui vont s'en servir, pour les gens qui vont s'en servir, c'est super. Mais je vois pas de raison d'en avoir énormément. Parce que même, imaginez, vous êtes une banque, vous utilisez ce processus-là. Pourquoi est-ce que vous auriez du XRP qui fluctue quand vous pouvez avoir des devises fiat qui, elles, vont beaucoup moins fluctuer les unes par rapport aux autres? Je vois pas de raison. Enfin, pourquoi avoir du XRP plutôt que du dollar si je peux faire mes transactions et juste changer ou avoir un dollar numérique sur XRP? Enfin, à très long terme, je vois pas trop encore l'intérêt d'avoir le token en fait, de le hold, parce que mécaniquement, je trouve qu'il a pour le moment peu d'intérêt. À voir ce qu'ils en font. Euh, voilà, c'est en tout cas mon avis personnel. Par contre, à moyen court terme, ça peut être très intéressant et très lucratif. Donc on va aller voir très rapidement euh, les graphiques. Personnellement, je trouve qu'il est déjà relativement haut. En Orview Weekly, on est déjà à 0,41. Sachant qu'avec le crash, on était à 0,32. Donc il a déjà fait une belle hausse sympathique. Là. Je pense qu'il a pris un petit 30% presque depuis les plus bas. On voit qu'en juin, il était déjà descendu sur ces valeurs-là, presque 0,3. Le RSI aussi a été tapé là et là pas du tout. Donc potentiellement, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est la SEC qui gagne, là on va taper le RSI à 30. Très probablement, là ça va vraiment se viander. Et je pense que l'écran d'arrêt, ce sera d'abord ces supports-là, vous voyez, autour de 0,3. Puis ça va descendre potentiellement 0,23, voire même, bon, là c'était un poil bas, mais 0,20, 0,15 dans cette zone-là. Et ça pourrait être une zone super intéressante pour acheter. Si on a des perspectives plus long terme, hein, donc par ici du coup. Et sinon à l'inverse, s'il monte,
Moi je le vois bien aller taper ces zones-là, hein. Alors, on est déjà sur un x2. Je pense que plus que x2, ce serait très très gourmand. Et imaginez qu'il remonte là. Donc là, s'il arrive à casser ces limites-là qu'on voit sur la gauche, là, qui date de 2021, a priori, il n'y a pas beaucoup de raison de pas aller plus haut que ça. Peut-être ça, peut-être un potentiel x2, peut-être 80%. Mais vraiment, là, je spécule. En réalité, j'en sais rien du tout. Personne n'en sait rien du tout. Juste, si il gagne le procès, ça va pump. Et on voit que les premiers arrêts évidents, bah, ils sont par là, dans cette zone-là, 0,74. Donc potentiellement, il y a un petit 80% à prendre. Au-delà de ça, juste un mot sur les moyens mobiles, on voit quand même que sur très long terme, ça a tendance à converger. On est sur du 45 à 39, donc on est quand même très proche de la valeur 0,4. Donc potentiellement, ouais, si on en croit ces indicateurs, ça peut pas vous. Enfin, voilà, à surveiller dans les prochaines semaines. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.